L'Institut d'économie et de paix a publié un indice qui mesure la paix dans le monde. Il a en fait étudié 123 pays à partir d'une vingtaine de critères différents. Alors je vous donne ces critères. Le niveau de dépenses militaires des pays, les relations avec les pays voisins, le respect des droits de l'homme, le niveau de démocratie et de transparence, et puis le niveau d'éducation. Et en étudiant tous ces critères, le constat de cet institut, c'est qu'actuellement, le niveau de paix mondiale est en baisse. Alors, cette année, c'est vrai que la courbe est accentuée par les révolutions dans le monde arabe, des mouvements que les pays occidentaux ont plutôt envie d'encourager. Mais c'est vrai que, quel que soit leur moteur, les conflits ont toujours un coût terrible. Les morts, bien évidemment, les familles brisées, des traumatismes aussi qui laisseront des traces pendant des générations. Et l'Institut d'économie et de paix souligne aussi qu'un monde qui vivrait en paix aurait permis d'économiser plus de 8 milliards de dollars cette année. La paix dans le monde, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être, j'ai envie de dire, dans un monde réel aujourd'hui? En effet, le monde est à feu et à sang, il y a un peu partout des morts, mais c'est faux, parce que si je pouvais, on ne peut pas malheureusement, mais si j'avais préparé mon coup, si j'ose dire, je vous aurais mis devant vous 2 planisphères, c'est-à-dire 2 cartes du monde, une carte du monde qui daterait des années 70 et une carte du monde qui daterait d'aujourd'hui. Et je vous verrai et je vous montrerai que globalement, le monde va beaucoup mieux maintenant que dans les années 70. D'abord, si on coloriait en rose les taches, les zones dans le monde démocratique, vous verriez que le rose a beaucoup gagné de terrain par rapport aux années 70. Dans les années 70, toute l'Amérique latine était sous la férule de régimes militaires qui étaient des plus sanglants. À l'est, du côté droit, si j'ose dire, du planisphère, c'était le monde communiste. Je ne dis pas que la Russie est encore une démocratie, mais disons toute l'Europe de l'Est, en tout cas, est sortie du totalitarisme. Et concernant l'étiage de la violence, j'opposerai volontiers aux chiffres que vous avez donnés tout à l'heure une étude qui a été faite il y a 15 jours par la revue et par le site, vous savez, la revue de géopolitique qui s'appelle Hérodote, et ils ont examiné la situation actuelle en prenant en compte cette fois non pas les dépenses militaires qui sont abusives, qui sont dramatiques, qui sont coûteuses en vie humaine, de faim, etc., mais en prenant en compte le nombre de morts militaires. Et il se trouve que la décennie des années 2000, c'est-à-dire la décennie qui va de 2000 à 2010, est l'une des moins sanglantes depuis la fin du XIXe siècle. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il faut tenir un discours, vous savez, à la Candide de Voltaire, enfin, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais voilà une bonne nouvelle qu'on ne vous donne jamais, c'est au stade de la guerre, de la violence, les choses vont plutôt mieux. Ça ne va pas si mal que ça. Et dire encore une fois les choses, ça n'est pas minimiser les scènes épouvantables que nous voyons chaque fois qu'on voit un attentat terroriste, que ce soit en Israël ou ailleurs, ces morts déchiquetés sur les trottoirs d'une ville, etc. Nous sommes révulsés, nous sommes bouleversés. Et nous sommes bien d'accord pour constater que c'est l'équivalent du mal. Enfin, c'est une vision du mal. Mais je pense que si on va au-delà de cette émotion, il ne faut surtout pas tomber dans le piège que nous tente le terrorisme, c'est-à-dire être terrorisé. Gilbert Benayoun, est-ce qu'on peut éduquer à la paix et à la tolérance et à quoi ça sert? Écoutez, je vais prendre l'exemple sur lequel je travaille depuis près de 10 ans, le groupe DEX. Effectivement, la première chose qui m'est apparue après des années de travail dans ce groupe israélo-palestinien, et je rejoins tout à fait ce que disait M. Guibaud, c'est que nous rejetons complètement le théorème de l'impossibilité. Il est possible d'arriver à une solution raisonnable. Une solution raisonnable existe. C'est la première chose qu'il faut dire à des jeunes. Et deuxième chose à leur dire, c'est vrai qu'il faut accepter la complexité de ce problème. Ou sinon, on tombe dans les slogans, et c'est très facile de faire peur avec les slogans. Ce problème est complexe. Et enfin, troisièmement, ce problème-là n'est pas un problème religieux. Ce n'est pas un conflit religieux. Justement, ceux qui veulent terroriser voudraient emmener ce conflit vers le terrain religieux. Il s'agit ici d'un conflit de type national. C'est un conflit classique. Et enfin, dernière chose, et vraiment je rejoins tout ce qui a été dit, ce conflit fait très peu de morts. Depuis quelques années, d'ailleurs, il n'y a pratiquement pas d'attentats. Et c'est ça qui frappe. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'une solution raisonnable existe.
C'est ce sur quoi le groupe d'Aix travaille depuis maintenant 10 ans. Pour l'instant, notre groupe s'adresse aux décideurs politiques. Il ne s'est pas adressé encore à l'opinion publique ni aux étudiants. Encore que j'ai créé un cours à l'université à Aix-Marseille, sur la résolution des conflits. Effectivement. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que chez les étudiants, il y avait une très grande écoute. Car ces thèmes ne sont pas évoqués dans les cursus universitaires. Alors que dans le monde anglo-saxon, un peu partout, j'ai été invité à des tas d'endroits, il y a des cours sur la résolution des conflits. Donc on peut éduquer, effectivement. Mais la première chose fondamentale sur ce conflit qui nous touche tous, surtout en Europe, c'est de montrer que malgré la complexité, il est possible d'arriver à une solution qui soit relativement juste. Et je viens d'utiliser un mot important, la justice. Dans notre groupe, jamais nous n'utilisons le mot de justice. Nous préférons utiliser le mot de compromis historique. Certes, on voudrait arriver à un jeu gagnant-gagnant, j'oserais presque dire à un jeu perdant-perdant. Un compromis, c'est accepter de perdre à court terme pour gagner à long terme. Et ce compromis-là, il faudra que les deux parties acceptent. Quelque part, s'ils veulent un compromis, s'ils veulent arriver à la paix, il faut qu'ils acceptent des deux côtés de céder sur une partie de leurs prérogatives. Qu'est-ce que c'est qu'une société juste pour vous? Je ne peux faire que des comparaisons. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'une société juste. On peut simplement dire telle société est plus juste qu'une autre. Ou tel individu, tel homme, paraît plus juste qu'un autre. Mais dans l'absolu, sans comparaison, ça me paraît très très difficile. On peut se mettre d'accord, on pourrait voter, on pourrait dire que l'Égypte, sous l'Antiquité, avec des gens qui construisent des pyramides à coups de fouet, en plus pour une utilité sociale de la pyramide qui reste à démontrer pour le bien commun, c'est pas forcément très juste. On peut multiplier les exemples. D'un point de vue justice, et là c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y ait une antinomie entre compromis historique et justice, comme ça vient d'être souligné. Il ne faut pas avoir peur du mot justice, parce que la justice, son symbole, c'est l'équilibre. Vous savez, cette question de la justice, poser la question comme ça, comment vous définissez la justice, ça me fait penser à deux autres questions qu'on pourrait poser. Comment vous définissez la santé et comment vous définissez la liberté? Il y avait un professeur de médecine à Bordeaux qui disait, je trouvais que la formule était très belle, la santé c'est un projet, c'est pas un état. Et concernant la liberté, c'est assez difficile à définir quand vous êtes libre. Quand vous êtes en prison, c'est assez facile à définir la liberté, c'est de sortir de prison. De même, quand vous êtes à l'hôpital, avec des perfusions partout, vous avez une idée un peu plus claire de la santé. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous nous posons la question de la justice, avec tant d'insistance, c'est que, mais je ne m'aventurerai pas plus avant sur ce terrain politique, c'est qu'il y a une immense majorité de Français qui ressentent aujourd'hui la société française comme injuste. Ma question s'adresse à Jean-Paul Guillemot, en fait. Je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez concevoir qu'il y ait des réactions excessives face aux actes terroristes, puisque effectivement ils marquent un traumatisme chez l'être humain qui voit les conséquences de cela. Et comment est-ce que vous pouvez affirmer que ça va faire se frotter les mains du terroriste, alors que si on garde notre sang-froid en voyant de tels actes, est-ce que ça ne nourrirait pas plutôt plus le terroriste? Ça ne le motiverait pas plus à commettre des attaques? Il y a un philosophe québécois qui a donné une jolie définition à propos du terrorisme. Et il a dit deux choses, en fait. Il a dit, d'abord, lutter contre le terrorisme n'a pas de sens. Le terrorisme, ce n'est pas une essence. Le terrorisme, c'est un moyen criminel, répugnant, tout ce que vous voulez. Autrement dit, il n'y a pas le terrorisme, entre guillemets. Il y a différents terrorismes qui s'expliquent par la géopolitique. On ne peut pas mettre dans le même sac le terrorisme basque, ou le terrorisme des talibans, ou celui de l'Inde, etc. Ce qu'avait essayé de faire M. George W. Bush en se lançant précipitamment dans ce conflit en Irak, en disant « je pars en guerre contre le terrorisme ». Ça n'existe pas. Et je suis content de voir que la nouvelle administration américaine a renoncé à ce langage. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'il y a deux manières de mal lutter contre le terrorisme. La première, par excès, et la seconde par défaut. Par excès, c'est quand un pays décide que pour lutter contre le terrorisme, il faut être capable, à la limite, d'emprunter les armes
du terrorisme. Ça nous renvoie au débat qui est maintenant jugé inique avec le recul. Le débat qui a eu lieu aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, où je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'intellectuels américains qui sont allés dans les médias pour justifier l'emploi de la torture. Qu'en cas de terrorisme, ils ont même été plus loin, puis ils ont même été jusqu'à inviter certains de nos généraux tortionnaires de la guerre d'Algérie, je pense au général Ossarès, qu'on a invité aux États-Unis comme conseiller sur l'usage de la torture. Parce que si vous utilisez face au terrorisme les mêmes armes que lui, d'une certaine manière, vous vous confondez avec lui. Et vous mettez à mal la démocratie que vous êtes censé défendre. Ça mériterait d'être développé, mais je le dis schématiquement. Et puis la deuxième façon, en effet, de mal lutter contre le terrorisme, c'est par défaut. C'est de ne pas le prendre assez au sérieux. À la fin des années 70, début des années 80, il y avait beaucoup plus d'attentats terroristes qu'aujourd'hui. C'était simplement un constat, là aussi un peu mathématique, un peu froid. Or, aujourd'hui, on ne parle que de ça, de terrorisme, beaucoup plus qu'à l'époque, mais ça, c'est la caisse de résonance des médias. Et une certaine mondialisation de la terreur qui fait qu'un attentat à l'autre bout du monde peut être médiatisé, même au journal de 20 heures chez nous. Simplement, c'est une menace qui existe depuis longtemps, qui n'est pas plus importante aujourd'hui qu'elle n'a été à d'autres périodes de l'histoire. Ça, c'est relativiser le problème. Et évidemment, c'est toujours dramatique. Moi, j'appelle souvent le terrorisme la guerre en temps de paix. C'est pour ça que ça choque ceux qui sont en paix. Ça choque pas ceux qui sont en guerre, ça choque ceux qui sont en paix, c'est-à-dire parce que vous avez votre vie de tous les jours, vous êtes en paix, vous allez bosser, et puis tout d'un coup, il y a une image de guerre, une bombe qui explose dans le métro. Donc c'est quelque chose de très, très, très puissant. Maintenant, de dire que si on ne réagit pas à des attentats terroristes, par exemple, si on dit aux médias, parlez pas de cet attentat, on pourrait imaginer une société où les médias sont d'accord pour pas donner de caisse de résonance. Est-ce que les terroristes vont se dire « il faut que je tape encore plus fort pour qu'on en parle ?» Bon, il y a toujours ponctuellement ce danger-là, mais globalement, ne pas surestimer une forme de criminalité qui marche surtout idéologiquement. Elle est très différente des autres. On parle de djihad médiatique, c'est-à-dire du fait que ce qui est recherché avant tout, c'est l'impact médiatique sur les sociétés. Les autres formes de criminalité ne recherchent pas cet impact. Quelqu'un qui braque une banque, il veut des sous, c'est tout. Donc il n'y a pas le même but poursuivi. Et c'est logique de dire, comme on sait que dans leur but, il y a le fait de vouloir terroriser et de vouloir avoir un impact, il faut faire attention de ne pas surestimer l'importance du terrorisme, parce que là, c'est faire le jeu des terroristes, effectivement. Faut le traduire normalement, pas le sous-estimer non plus. C'est pas du tout, il ne faut pas désinformer. Il faut informer en disant, voilà, le terrorisme existe malheureusement, il faut lutter normalement, comme une autre forme de criminalité avec des juges et des policiers. Dans les années 70, il y a 2 pays d'Europe qui ont connu un degré de terrorisme très important, qu'il ne faudrait pas oublier, c'est l'Allemagne et l'Italie. Rappelez-vous les années 70 en Italie et le nombre de morts de chaque semaine qui s'est terminé, pas terminé, mais enfin avec la tragique affaire Aldo Moro, l'assassinat d'Aldo Moro. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec le recul, on peut dire que aussi bien l'Allemagne que l'Italie ne s'en sont pas si mal sortis. Moi, je pense les gens qui sont faim, qui n'ont plus rien à manger. Je l'ai vécu donc en Amérique du Sud. Les gens qui, pour survivre, cet acte-là, ça fait vivre ma famille 1 mois. Alors, je suis prêt pour tout. C'est pourquoi, si la conférence pouvait aussi parler un petit peu de ça, est-ce que c'est l'éducation d'enfants, vraiment, est-ce que c'est une action politique ou une justice, surtout aussi sociale, de notre monde? Merci. Alors, qui veut... Monsieur, pardonnez-moi, on a envie de vous citer, regardez ce qui s'est passé cette année, parce que là, je ne veux pas me faire reporter d'espoir abusivement, mais il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles cette année. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, même si rien n'est acquis, même s'il peut y avoir des retours en arrière. Et je pense que ce qui se passe, et là encore je vais critiquer les médias, c'est-à-dire la basse-cour où je suis, la basse-cour médiatique à laquelle j'appartiens, mais regardez ce qui se passe avec le mouvement des indignés qui se répand partout dans le monde, jusqu'en Israël. Et ce que je reproche aux médias, c'est de nous montrer les indignés sur le mode folklorique. On vous montre des gens avec les cheveux teints en rouge, etc., les gens qui occupent Wall Street, etc. Mais les médias n'ont pas pris beaucoup de temps et beaucoup la peine d'aller voir ou lire ce que disent ces gens-là, concrètement. Et moi, j'ai fait, grâce à Internet, c'est facile de retrouver les manifestes qu'ils publient, etc. Et ça m'a frappé de voir, aussi bien chez les jeunes Tunisiens en janvier dernier que chez les jeunes Égyptiens ou que les indignés d'Espagne ou d'Italie ou des États-Unis, de trouver des thèmes communs. Et je vous en cite un thème commun, c'est la non-violence.
C'est incroyable de voir que tout d'un coup, une génération a surgi en Tunisie et partout dans le monde. Vous savez quelles sont les grandes figures historiques qu'ils invoquent dans leurs textes? Martin Luther King, Gandhi, Mandela. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit ressurgir un courage militant, c'est-à-dire le courage en Tunisie d'affronter les balles de la police, la poitrine offerte, et au lieu de citer des discours combattants, révolutionnaires, etc., on cite Mandela, Martin Luther King et Gandhi. Je pense, en effet, que c'est assez extraordinaire, et c'est assez extraordinaire qu'ils aient, pour l'instant, assez bien réussi. Et je pense qu'on doit être attentif à cela. Et ce sont finalement les jeunes qui nous donnent une leçon d'optimisme.